Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs, chers internautes, selon l'heure à laquelle vous nous suivez, où que vous soyez dans le monde, bienvenue dans ce plateau de décryptage, une émission d'information et d'actualité, ce soir consacrée sur l'éducation et la santé. Pour en parler, j'ai pour invité Alphonsine Mikwiza, elle est membre du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Bonsoir Alphonsine, si tu es là. Bonsoir, Monsieur Christian. Merci d'accepter notre invitation, mais surtout de répondre à nos questions ce soir. Nous allons parler, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, de la santé et l'éducation. 36 ans après, le règne son partage de Denis Sassou Nguesso. Mais avant, je vais te proposer de suivre avec moi un extrait d'une vidéo. En fait, c'est un speech donné par Christian de la coalition Publiez ce que vous payez Congo, qui déjà parlait de ce qu'on peut appeler le paradoxe de l'abondance, c'est-à-dire le Congo-Brazzaville, un pays immensement riche, mais dont la population est très pauvre. Suivez avec moi et on revient sur le plateau. On réalise, dans le cas de notre pays, que nous sommes dans un contexte où il y a des richesses naturelles en général et des richesses extractives en particulier, donc c'est-à-dire le pétrole, le gaz, les mines, mais que finalement, au-delà de ces richesses, nous sommes un pays qui est dit pauvre. C'est véritablement un paradoxe. On ne peut pas comprendre que par notre sous-sol nous soyons riches, mais que par ailleurs nous soyons pauvres, et que dans ces conditions de pauvreté, nous ne sommes pas capables et tout d'avoir, comme qui dirait, une éducation de qualité, une santé de qualité, des routes de qualité, et qui serait la résultante, n'est-ce pas, de l'utilisation des revenus qui sont issus de l'exploitation de nos propres ressources. Et nous avons considéré qu'il était utile que nous scrutions les investissements en matière de santé pour nous permettre de voir combien le gouvernement dépense, combien le gouvernement prévoit en termes d'investissement dans la santé, combien est-ce que le gouvernement dépense effectivement au-delà des prévisions et quel impact effectivement cet investissement produit dans l'ambition de l'amélioration des conditions de santé dans le pays. Le gouvernement dit s'occuper d'un ensemble de priorités, par exemple en matière de santé, mais à l'examen, on se rend compte que entre l'incantation sur les choix prioritaires qui ont été faits et la réalité de terrain, la réalité sur le terrain, l'effectivité de la prise en compte justement de ces priorités de santé dans le quotidien des Congolais, il y a un véritable écart. Un pays immensement riche en ressources naturelles et extractives, mais une population assez pauvre. Est-ce que tu es d'avis avec lui ou tu penses tout autre chose? Je suis du même avis que M. Munzeo suite à leur publication concernant la situation, surtout le panier de la ménagère. Je suis tout à fait d'accord que au Congo, les infrastructures sanitaires et sociales sont en deçà de ce que l'on pouvait attendre d'un pays riche des ressources naturelles. Et dans le développement économique, même s'il repose sur le pétrole, a connu une puissante pleine expansion. Voilà. Donc, alors, est-ce que dans le même temps, on peut faire le rapport pauvreté, santé? Alors, la santé, déjà, il faut définir ce que c'est que la santé. L'OMS a donné une définition de la santé. Donc, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc, une fois qu'on a cette définition, on voit bien qu'on parle de santé mentale et de santé sociale. Donc, la santé dépend également des conditions économiques et sociales du pays. Ça dépend des conditions économiques. Donc, si
la situation économique du pays, où la redistribution ne suit pas, automatiquement la santé ne peut pas suivre puisqu'il y a le côté social qui manque. Il faut bien que la population puisse accéder à certains besoins justement vitaux pour parler de la santé, de bien-être. On peut parler des facteurs qui ont conduit à cette extrême pauvreté dans un pays aussi riche que le Congo-Brazzaville. Alors, les facteurs qui ont conduit à cet état de choses, justement, c'est la mauvaise gouvernance et la mauvaise répartition des ressources naturelles, étant donné qu'au Congo, plus de 80% des recettes viennent du pétrole. Donc, la redistribution et la gestion saine de cette manne financière pétrolière pose un problème au Congo-Brazzaville. Mais pourtant, Denis Sassou Nguesso se vante d'avoir fait beaucoup d'efforts. Il parle même de progrès en matière de santé au Congo-Brazzaville, avec la construction, bien entendu, des hôpitaux généraux, comme il le dit lui-même, et puis de beaucoup d'autres centres de santé intégrés. Ben oui, alors, cette situation, on a bien suivi qu'il a parlé de 12 hôpitaux, mais rappelez-vous qu'il en avait déjà parlé en 2016. Avant les élections de 2016, il avait parlé, il est passé devant les médias, un média international où il a parlé de la construction de ces 12 hôpitaux, normalement, qui devaient déjà être construits par rapport à son projet, le chemin d'avenir. Le chemin d'avenir, c'était de 2009 à 2016. C'était pendant ce mandat-là. Mais jusqu'aujourd'hui, on ne retrouve pas ces hôpitaux, on ne voit pas un début d'activité de construction de ces 12 hôpitaux. Et d'ailleurs, on a vu combien c'était intégré dans le processus de municipalisation accélérée, qui coûtait plus de 1000 milliards. Donc, on n'a rien vu jusqu'à présent. On n'a pas encore vu ces hôpitaux. Et le 14 août, il a justement, pour les 60e anniversaire de l'indépendance du Congo, il a parlé encore de ces hôpitaux, de la construction, alors que c'était déjà dans son projet d'avant, de 2009 à 2016. Donc, le projet est intitulé « Le chemin d'avenir ». Voilà. Donc, comment ça se présente sur le terrain? Qu'est-ce que vous avez constaté exactement en matière de santé au Congo-Brazzaville? Alors, avez-vous mené quelques enquêtes là-dessus, des analyses? Oui, mais vous savez, la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité. Elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des États. Donc, si l'État ne finance pas suffisamment la santé, on a un problème. Parce que vous connaissez le taux, la part du PIB qui est affecté à la santé, c'est très faible au Congo. Donc, ce sont des chiffres sûrement que nous allons avancer. Ici, nous avons constaté que pour la santé, ne concerne que 1,4% du PIB affecté à la santé. Donc, le PIB affecté à la santé n'est que de 1,4%. Vous voyez bien que c'est faible pour réussir justement cette évolution, cette amélioration des conditions de santé de la population. Pourtant, entre 2011 et 2014, beaucoup d'argent avait été injecté, bien entendu, dans le département de la santé. Je crois que là, on pouvait parler d'un effort. Oui, exactement, parce qu'il y a eu un plan, ce qu'on appelle au Congo, il y a eu un plan national de développement des ressources humaines pour la santé. Donc, l'objectif, justement, ce plan, c'était entre 2011 et 2020. Donc, l'objectif était d'améliorer justement l'amélioration des conditions de santé de la population et améliorer également la qualité des prestations de santé au Congo-Brazzaville et construire certaines infrastructures. Et on a bien vu que justement ce plan national était bien soutenu par certains organismes internationaux. Donc on a vu l'OMS justement participer et donner son appui il y a eu une coopération, un processus de coopération qu'on appelle CCF, et de facilitation dans les pays et le Congo en bénéficie justement
pour faire évoluer l'espérance de vie. Donc, on a bien vu que l'OMS, justement, étant donné qu'il a son siège au Congo-Brazzaville, elle a participé justement à faire des propositions dans ce sens-là pour améliorer la qualité de santé au Congo-Brazzaville. Mais la réalité est là, avec un PIB, un budget alloué faible, on ne peut pas avancer. Et puis on en parlera par rapport à plusieurs manquements par rapport aux médecins, donc le personnel médical. Il en manque. Les infrastructures les infrastructures qui existent sont complètement soit délabrées et voilà, le personnel mal formé, mal géré, mal affecté et également. Donc ça, c'est des choses qui handicapent énormément la qualité de la santé au Congo-Brazzaville. Nous savons également que le taux de mortalité est très élevé au Congo-Brazzaville, mais aussi que l'espérance de vie est à 45 ans. Ça pose quand même problème. Mais quel impact donc sur le développement socio-économique du Congo? Ben, automatiquement, quand on n'a pas la santé, vous voulez que comment on peut aller travailler si on n'est pas en bonne santé physique, mentale et sociale? Et le chômage, quand on est au chômage, vous pensez qu'on peut être en bonne santé? Je vous ai bien parlé de la définition de l'OMS. Donc, on doit également être en bonne santé sociale. Donc, la bonne santé sociale, c'est avoir un emploi décent, un salaire qui passe, qui vous permet de vivre, de manger. Mais vous voyez bien le panier de la ménagère sur la vidéo de M. Monzeo. Justement, ça concerne également ce panier de la ménagère. Alors, pour la santé, quand on parle de la santé, la formation des médecins, rien que les médecins, vous savez combien il y a 0,28 médecins pour 10 000 habitants au Congo-Brazzaville. Il y a 1,91 infirmiers et sages-femmes pour 10 000 habitants au Congo-Brazzaville. C'est très faible. Et la répartition géographique est inéquitable, puisque plus de 63% des médecins sont à Brazzaville et Pointe-Noire. Et plus de 45% des infirmières sont dans ces deux grandes villes. Et l'arrière-pays est complètement abandonné. Donc, abandonné en structure sanitaire, abandonné en personnel, ressources humaines, abandonné en matériel. Qu'est-ce qu'on peut proposer concrètement pour essayer de corriger la politique de santé dans notre pays? Les pistes de correction sont énormes. Et d'ailleurs, on a bien vu dans plusieurs rapports de l'Organisation mondiale de la santé, il y a plusieurs propositions d'amélioration des conditions de vie, de conditions de santé, justement. Donc, on a bien vu qu'il y a plusieurs pistes. Il y a le plan de tout à l'heure, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le PNDRHS. C'est déjà pour former du personnel qualifié. Il faut bien qu'on mette en place un programme de formation du personnel qualifié. Donc, il manque déjà du personnel qualifié au Congo-Brazzaville. Il faut former les infirmiers. Il faut former les médecins qualifiés. Et certains, la plupart de ces médecins, ceux qui exercent, vous vous rappelez que le nouveau directeur du CHU, il a fait un recensement et il s'est rendu compte que beaucoup de médecins et d'infirmiers qui travaillent au CHU de Brazzaville, par exemple, ils n'ont pas des diplômes requis pour travailler dans le domaine de la santé. Donc, ce sont des pistes qui sont proposées, c'est-à-dire la formation du personnel, la construction des infrastructures, l'augmentation de la part de PIB. Donc, passer de 1,4%, on peut aller jusqu'à 3%, afin qu'on puisse construire les infrastructures, qu'on puisse former les médecins, les infirmiers et faire également l'expertise de ceux qui sont déjà embauchés. Ceux qui sont déjà embauchés, qui travaillent dans le domaine médical, qui n'ont pas des diplômes qu'il faut. Il faut revoir. On va peut-être pas si c'est des fonctionnaires, on va peut-être pas les licencier automatiquement, mais on peut mettre en place une formation continue de telle sorte qu'il y ait la qualification, la formation continue, pour qu'ils puissent être réaffectés là où il faut selon les compétences acquises. Donc ça, c'est tout un programme qu'il faut mettre en place. Si j'ai bien compris, le discours de Denis Sassou Nguesso, notamment en matière de santé, n'a été qu'un bluff, c'est bien cela. Si déjà les 12 hôpitaux qui étaient prévus, dont la construction était prévue
dans son programme du chemin d'avenir de 2009 à 2016, mais il a déjà entamé un autre programme. On est quand même dans un autre mandat. Le mandat qui a commencé en 2016 et qui va s'achever en 2021. Donc, je ne sais pas s'il a remis ce projet des 12 hôpitaux à construire dans ce projet, son programme de 2016 à 2021. Eh bien, il nous reste combien de mois? Il nous reste quelques mois pour moins d'une année, je pense, pour arriver à la fin de son mandat. Ce mandat que je qualifie d'usurpé, bien sûr. Merci Alphonsine. Parlons de l'éducation maintenant. Voilà un deuxième levier de développement d'un pays. Alors au niveau de l'éducation, Denis Sassou Nguesso parle également des progrès, c'est-à-dire il a parlé des établissements scolaires qui ont été construits. Il parle actuellement de 2 universités au Congo. Alors quel est votre point de vue là-dessus? Je vais vous dire, partons du RESEN, parce qu'il y a le RESEN. Le RESEN, c'est le rapport d'État du système éducatif national. Donc, le Congo-Brazzaville, à partir de ce rapport, s'est doté d'une stratégie sectorielle de l'éducation. Donc, la stratégie en question porte sur les années 2015-2025. Donc, cette stratégie est soutenue par le projet français, d'ailleurs, qu'on appelle AREPA, la Banque mondiale, l'UNESCO et l'UNICEF. Donc, cette stratégie sectorielle, justement, permet au pays d'adhérer au plan mondial de l'enseignement qui consacre justement l'ODD, c'est-à-dire l'ODD 2030, numéro 4. Donc, l'ODD, c'est l'objectif de développement durable, élaboré par l'ONU 2030. Donc, c'est l'ODD numéro 4. Donc, l'éducation, l'enseignement fait partie de l'ODD numéro 4 pour l'objectif 2030. Donc, d'ici 2030, il faut qu'il y ait une amélioration des conditions de l'enseignement partout dans le monde. Donc, justement, alors, le Congo est très en retard quand on compare par rapport à ses ressources qu'il a pu engranger comme ressources pétrolières. Si on essaie de comparer le Congo par rapport aux autres pays comme le Sénégal. Donc, vous voyez bien que nous sommes très en retard dans les infrastructures éducatives, dans la formation du personnel enseignant, dans même l'installation des élèves. C'est un problème. On peut développer au fur et à mesure. Vous savez, 6,2% du PIB est affecté à l'éducation nationale. Vous pensez que c'est énorme? Alors que c'est un point qui devait justement être largement financé parce que l'éducation, c'est l'avenir. On forme les jeunes, on forme les cadres pour le Congo-Brazzaville. Mais à 6,2%... Oui, mais pendant que vous parlez du PIB affecté à l'éducation, en 2012, donc l'année qui avait été consacrée à l'éducation, puisqu'on en a largement parlé, en ce temps-là, je me souviens, c'est... M. Mampouya, qui était le ministre de l'Éducation, a consacré beaucoup d'argent. On est allé même acheter des tables bancs importés de la France à hauteur de 9 milliards. Je crois que beaucoup d'argent avait été injecté pour faire de cette année une année de l'éducation. Les investissements ne suivent pas l'accroissement, la progression de la population. Par exemple, des jeunes de 6 à 11 ans, la population, la part de cette population, de ces jeunes de 6 à 11 ans augmente. Et les infrastructures, tous les moyens qui sont mis en place, humains, matériels, financiers, ne suivent pas justement cette évolution, cette croissance de la population. Donc, on va bien voir que ce soit dans l'enseignement primaire, dans l'enseignement secondaire et à l'université, l'enseignement supérieur, y compris dans les apprentissages, dans la formation professionnelle qui a été mise en place en 2010. Justement, ce qui est financé ne suit pas la croissance de la population. C'est ça surtout qu'il faut dire. Mais qu'est-ce qui peut justifier, évidemment, qu'est-ce qui peut justifier ce hiatus entre les investissements costauds d'ailleurs qui sont faits en matière d'éducation et les résultats qu'on trouve sur le terrain? Plus de 35% des bâtiments sont délabrés et quand on regarde les installations, on voit les commodités, il n'y a pas d'eau dans la plupart, il n'y a que
12% des établissements qui ont de l'eau potable. Il y a 7% des établissements qui ont l'électricité. Vous voyez bien. Et pourtant, nous sommes aujourd'hui dans le numérique. Donc, normalement, les établissements, on devait déjà lancer un plan de alors, il y a des établissements comme certains lycées où il n'y a même pas de CDI, c'est-à-dire une bibliothèque, il n'y en a pas. Donc, vous voyez bien, il y a plusieurs choses qui doivent être faites, qui n'ont pas été faites. C'est ça, en fait. Donc, comme quoi, il ne s'agit pas seulement de construire les bâtiments pour dire qu'on a fait des progrès dans l'éducation. Est-ce qu'on peut parler du niveau de l'éducation, le niveau scolaire au Congo actuellement? Tout le monde en parle. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a baissé? Il a stagné? Ah ben oui, mais le niveau a énormément baissé, mais c'est normal, c'est la conséquence justement des classes trop chargées. Vous imaginez le ratio en primaire, je vais vous donner les chiffres. Il y a 60, le ratio c'est 60 élèves par maître. Ça c'est la moyenne, hein, tout en sachant qu'il y a des endroits à l'intérieur du pays où vous avez plus de 300 élèves dans une classe, parce qu'il manque justement des classes. Et quand vous regardez également le taux de rétention en primaire, c'est-à-dire ceux qui arrivent en fin de cycle en primaire, c'est 77% qui arrivent à sortir des classes de primaire pour accéder au collège. Donc, il y a au moins 14% qui abandonnent au CP1 et plus de 11% qui abandonnent au CE1. Alors, vous imaginez bien que ces enfants-là, ils traînent dans la rue après, puisqu'ils sont déscolarisés. Alors, la qualité, justement, quand on dit la qualité, on a bien vu les tests PASSEC, 39% en français, c'est le taux des acquis, des élèves de l'école primaire, des CM1. Donc, ils sont 39% à avoir acquis le minimum en français et 36% en maths au CM1. Donc, vous voyez déjà qu'on part dès l'école primaire, on a déjà un taux très bas. Alors, vous imaginez la répercussion au collège. Justement, et aujourd'hui, on est étonné de voir des élèves qui n'arrivent pas à s'exprimer en français, mais finalement, c'est la conséquence. Donc, quand vous regardez les manuels, par exemple, il y a 4,5 élèves pour un manuel de français pour la lecture en primaire et 9,5 élèves pour un manuel de maths. Mais c'est complètement institution, alors qu'il devait y avoir un manuel pour un élève. Alphonsine Mikuisa, un plan de redressement de l'éducation au Congo, il consisterait à quoi exactement? Alors, il consisterait déjà à essayer de voir ce qui a été proposé dans justement ce que je viens de dire, la stratégie sectorielle de l'éducation 2015-2025. Il y a plusieurs choses qui sont proposées. Vous sachez que c'est élaboré en collaboration avec l'UNESCO, voilà, ces organismes justement, ces organismes mondiaux qui s'occupent de l'éducation, de la culture. Il y en a qui participent, la Banque mondiale, l'UNICEF. Ce sont des organismes qui ont justement à élaborer cette stratégie sectorielle de l'éducation. Maintenant, c'est au Congo d'appliquer cette stratégie. Donc, tous les mots qui minent l'éducation nationale sont mentionnés dans cette stratégie sectorielle de l'éducation. Donc, on sait bien comment faire, mais il faut que l'État soit capable de mettre les moyens. Mais vous connaissez bien le système que nous avons. On privilégie certains secteurs et on abandonne l'éducation nationale. Donc, c'est pareil. De 6,2%, moi, je proposerais de passer à 12-13% du PIB pour justement améliorer les conditions déjà d'accueil des élèves, de formation des professionnels, des enseignants. C'est également une grande faiblesse parce qu'il y a des instituteurs qui se retrouvent à enseigner au lycée alors qu'ils n'ont pas les compétences dans les domaines, dans certaines matières, mais ils sont affectés à aller enseigner. Et leurs conditions de vie sont difficiles. À l'arrière-pays, pour y aller, c'est difficile. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on doit améliorer pour que le niveau évolue.
Donc, le niveau dépend également de tout ce qui est mis, tout ce qui peut être mis en place. Donc, tout ce qui est matériel didactique, tout ce qui est table, banc, chaise, il faut que ça soit une place assise, un élève. Est-ce que tu penses que c'est vraiment l'investissement qui pose problème ou bien c'est la volonté de ne rien faire parce que nous savons également qu'il y a des budgets, comme je l'ai d'ailleurs appelé, costauds qui ont été quand même engagés, mais sur le terrain, les résultats sont toujours mitigés, on ne voit absolument rien du tout. Est-ce que réellement c'est le budget qui pose problème ou bien il y a une autre volonté manifeste de ne rien faire? Il y a d'abord le budget qui est affecté, qui est alloué, qui n'est pas à la hauteur de la mission de l'éducation pour un pays, mais il y a également cette mauvaise gestion. Parce que vous avez parlé tout à l'heure des chaises qui ont été commandées. Mais est-ce qu'on a besoin de commander des chaises hors du Congo? Le Congo a du bois. Moi, je sais que quand j'étais à l'école primaire, on fabriquait chez le menuisier les tables, les chaises de l'école. Là où j'étais, à l'école Drapeau Rouge, en Cailly. En Cailly, on avait des menuisiers de la municipalité qui s'occupaient de ça. Mais tout ce système a été détruit. Donc nous, on se dit, demain, il faut remettre en place ce système de menuiserie municipale qui existait à l'époque, qui permettait de rééquiper les établissements en tables et chaises, puisqu'on a du bois, on a suffisamment du bois. Voilà, donc on a des propositions à faire. D'ailleurs, moi-même, je suis dans le système éducatif ici. J'ai participé à des projets d'établissement, à des projets de classe, donc on a des idées. D'ailleurs, je compte faire une proposition, publier un livre pour le Congo. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les réformes qu'on peut faire facilement, qui ne nécessitent pas des milliards? Il y a des choses simples à faire pour équiper les élèves en table banc. Il y a des choses à faire. Nous avons suffisamment de bois. Rien que les déchets laissés par les exploitants forestiers, on peut les récupérer pour fabriquer des tables bancs. C'est des pistes. Ça me fait penser aux enfants, naturellement, de la partie sud du Congo, je parlerai du Poul, qui sont pratiquement délaissés parce que là-bas, depuis, ça fait quand même 2 décennies, c'est des conflits à répétition et ces enfants, finalement, ne terminent pas les cycles scolaires. Y a-t-il un plan pour ces enfants? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les sortir de cette zone, de cette misère? Oui, mais comment sortir les enfants de leur zone? Les enfants sont de chez leurs parents. Leurs parents sont installés là où est la guerre. Il faut plutôt travailler dans le sens de la paix. Il faut bien qu'il y ait la paix totale, parce que la paix, je l'ai toujours dit, la paix, ce n'est pas que l'absence de guerre. La paix, c'est également mettre en place toutes ces conditions pour que les gens vivent décemment. Justement, c'est plutôt mettre la paix, une paix véritable, avec le respect des droits humains. Mettre en place cette paix, que les enfants repartent à l'école, ceux qui sont en retard, qu'il y ait des programmes de remise à niveau. Eh bien, tout ça, ça doit être financé par l'État. Remise à niveau, je parle surtout de l'école publique. Mais dans l'école privée également, il y a des lacunes, même si les parents payent. Vous voyez bien, ça crée déjà au pays un déséquilibre entre le public où les enfants sont assis par terre et le privé où ils ont la chance, parce que les parents ont des moyens pour payer l'école privée, où il y a des chaises, des tables bancs. Vous voyez tout ça, il faut gommer ce déséquilibre. Donc, pour moi, il faut d'abord mettre une bonne gestion, justement, allouer suffisamment de moyens à l'école et qu'il y ait des formations, que ce soit au lycée, dans les lycées techniques et à l'université, des formations en adéquation avec le marché du travail au Congo-Brazzaville, avec les besoins en ressources humaines au Congo-Brazzaville. Or, la formation aujourd'hui au Congo-Brazzaville, ça n'a aucun rapport. On forme en général, sans savoir en fait qu'est-ce qu'il y a au bout. Que deviennent ces élèves, ces étudiants qui sont formés? Qu'est-ce qu'ils deviennent au bout? Il faut qu'il y ait un projet dans ce sens-là. On doit former des cadres par rapport aux besoins en ressources humaines du pays. En un mot, qu'est-ce que tenir finalement de l'éducation et la santé pendant les 36 ans de son partage de Denis Sassou Nguesso?
Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que les infrastructures scolaires et sanitaires n'ont pas suivi le rythme d'accroissement des effectifs, donc le rythme de l'évolution de la population, du renouvellement de la population. Donc, on s'est contenté des infrastructures qui existaient déjà et on n'a pas mis en place le système de maintenance, de renouvellement et de construction des nouvelles structures. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on n'a pas formé le personnel qu'il fallait. Donc, les ressources humaines. Il n'y a pas eu de suivi par rapport à cette évolution de la population. On passe dans tout ce qui est matériel, tout ce qui est sur le plan de la santé, l'installation des équipements n'ont pas suivi. Vous imaginez qu'au Congo, on a du mal à se faire dialyser. Quand on est malade, ceux qui ont des moyens, ils traversent pour aller de Brazzaville à Kinshasa pour aller faire leur dialyse à Kinshasa. On a du mal à avoir un scanner alors qu'on est en 2020. Vous voyez l'état de délabrement du système sanitaire au Congo-Brazzaville. Donc, il faut former le personnel, il faut construire les infrastructures qu'il faut, et ça, que ce soit dans la santé ou dans l'éducation nationale. Il faut former le personnel. Pour l'éducation nationale, il faut mettre les conditions d'accueil et de formation des élèves en adéquation avec les besoins en personnel dans le pays. On a des ponts entiers à développer au Congo, surtout dans le domaine de l'écologie, de l'environnement, dans le domaine de l'agriculture. Il y a des formations qui manquent dans ce domaine. Il faut qu'il y ait l'adéquation entre les théories générales et la pratique. Donc ça manque. C'est des choses qui doivent être améliorées et il faut allouer le budget qu'il faut dans ces domaines-là parce que ce sont des domaines clés qui permettent le développement d'un pays, l'enseignement et la santé. Merci Alphonsine Mukusa. Je rappelle, vous êtes membre du Congrès pour la Renaissance du Congo. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Nous parlions avec Alphonsine pour ceux qui nous ont pris en cours de chemin de l'éducation et de la santé au Congo pendant les 36 ans de règne sans partage de Denis Sassou Nguesso. Mais on notera également à ce jour, c'est peut-être une indiscrétion, le personnel de santé au Congo draine encore, je crois, 8 mois d'arriérés de salaire et on peut imaginer un personnel de santé qui n'est pas payé, comment il se comporte dans les établissements hospitaliers. Merci donc de votre fidélité, merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement sur la même plateforme de la télévision TLR TV et certainement le même plateau. Merci.